Chapitre 4. Phil atteignit le chemin. 2 ornières de sable sec, mobiles comme une onde. Un talus médian d'herbes rares et rongé de sel, par où les charrettes viennent chercher les goémons après les grandes marées. Il s'appuyait sur les perches des 2 havenets et portait en bandoulière les 2 paniers à crevettes. Mais il avait abandonné à Vinka les 2 minces gaffes à pâté de poisson cru et son blazer de pêche, l'œil précieuse amputée de ses manches. Il s'accorda un repos bien gagné et consentit à attendre sa petite compagne fanatique qu'il voulait abandonner dans le désert de rocs, de flat et d'algues que découvrait la grande marée d'août. Il la chercha des yeux avant de se laisser glisser au creux du chemin. Au bas de la plage des Kives, parmi les feux de 100 petits miroirs d'eau, d'où rejaillissait le soleil, un béret de laine bleue, décoloré comme un chardon des dunes, marquait la place où Vinka, obstiné, cherchait encore la crevette et le tourteau rosé. « C'est ça la muse » souffla Philippe. Il se laissa glisser, épousa délicieusement de son torse nu l'ornière de sable frais. Près de sa tête, il entendait dans les paniers le chuchotement humide d'une poignée de crevettes et le craquement intelligent des pinces de gros crabes contre le couvercle. Phil soupira, atteint d'un bonheur vague et sans tache, auquel la fatigue agréable, la vibration de ses muscles encore tordus par l'escalade, la couleur et la chaleur de l'après-midi breton, chargés de vapeur saline, versaient chacune leur part. Il s'assit, les yeux éblouis par le ciel laiteux qu'il avait contemplé, et revit avec surprise le bronze nouveau de ses jambes, de ses bras et jambes de 16 ans, minces, puis une forme pleine, d'où le muscle sec n'avait pas encore émergé, et qui pouvait enorgueillir une jeune fille autant qu'un jeune homme. Il essuya de la main sa cheville qui saignait, écorchée, et lécha sur sa main le sang et l'eau marine qui mêlait leur sel. La brise, soufflant de terre, sentait le regard fauché, les tables, la monde foulée. Un rose poussiéreux, au ras de la mer, remplaçait peu à peu le bleu immuable qui régnait depuis le matin. Philippe ne sut pas se dire. Il est peu d'heures dans la vie où le corps content, les yeux récompensés, et le cœur léger, retentissant, presque vide, reçoivent en un moment tout ce qu'ils peuvent contenir, et je me souviendrai de celle-ci. Mais il suffit pourtant d'une clarine fêlée et de la voix du chevreau qu'il a balancé à son cou, pour que les coins de sa bouche tressaillissent d'angoisse et que le plaisir emplisse ses yeux de larmes. Il ne se tourna pas vers les rochers mouillés où errait son ami, et de son émotion pure ne s'exhala point le nom de Vinka. Un enfant de 16 ans ne saurait appeler, au secours de délices inespérées, une autre enfant, peut-être pareillement chargée. « Hop, petit !» La voix qui l'éveilla était jeune, autoritaire. Phil se tourna sans se lever, vers une dame tout de blanc vêtue qui enfonçait, à 10 pas de lui, si haut un mont blanc et sa canne dans le chemin des Ouémaux. « Dis-moi donc, petit, je ne peux pas mener mon auto plus loin dans ce chemin-là, n'est-ce pas ?» Par politesse, Philippe se leva, s'approcha, et ne rougit que quand il fut debout, en sentant, sur son torse nu, le vent rafraîchi, et le regard de la dame en blanc, qui sourit et changea de ton. « Pardon, monsieur, je suis sûr que mon chauffeur s'est trompé. J'ai eu pour l'avertir. Cette route finit en sentier, et ne va que vers la mer, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, c'est le chemin des Ouémaux. »« Du Ouémaux ? Et à quelle distance se trouve le Ouémaux ?» Phil n'eut pas le temps de retenir un éclat de rire, que la dame blanche imita complaisamment. « J'ai dit quelque chose de drôle ? Prenez garde, je vais vous retutoyer. Vous paraissez 12 ans que vous riez. » Mais elle regardait dans les yeux, comme un homme. « Madame, le Ouémaux, ce n'est pas le Ouémaux, c'est du Ouémaux. » Lumineuse explication, approuva la dame blanche. « Et donc, je vous suis bien obligé. » Elle raillait d'une manière virile condescendante, qui avait le même accent que son regard tranquille. Et Philippe se sentit tout à coup fatigué, penchant et faible, paralysé par une de ces crises de féminité qui saisissent un adolescent devant une femme. « Vous avez fait bonne pêche, monsieur ?»« Non, madame, pas beaucoup, c'est-à-dire, Vinka a plus de crevettes que moi. »« Qui est Vinka, votre sœur ?»« Non, madame, c'est une amie. »« Vinka, un nom étranger ?»« Non, c'est-à-dire, ça signifie par revanche. Une amie de votre âge ?»« Elle a 15 ans, j'en ai 16. »« 16 ans, répéta la dame blanche. Elle ne fit aucun commentaire, et ajouta un moment après. « Vous avez du sable sous la joue. » Il s'essuya la joue avec comportement à s'écorcher la peau, puis son bras retomba. « Je ne sens plus mes bras, songea-t-il. Je crois que je vais me trouver mal. » La dame blanche délivra Philippe de son regard tranquille et sourit. « Voici Vinka, » dit-elle en désignant le tournant du chemin, où la jeune fille apparaissait, un nom, un filet à carreaux de bois et le veston de Philippe. « Au revoir, monsieur. Phil, dit-il machinalement.
Elle ne lui tendit pas la main et le salua d'un signe de tête, 2 ou 3 fois répété, comme une femme qui répond oui, oui à une pensée cachée. Elle n'était pas encore hors de vue quand Vinka a couru. Fille, qu'est-ce que c'est que cette dame? Des épaules et de tout le visage, et des stigmates qui n'en savaient rien. Tu ne la connais pas et tu lui parles? Fille toisait sa petite amie avec une malice qui renaissait en lui et secouait un joug passager. Il percevait joyeusement leur âge, leur amitié déjà troublée, son propre despotisme et la dévotion hargneuse de Vinka. Ruisselante, elle montrait des genoux meurtris de Saint-Sébastien, parfaits sous leur épiderme balafré, des mains de jardinier ou de mousse. Un mouchoir verdi la cravatait, et sous le blouson sentait la moule crue. Son vieux béret poilu ne luttait plus avec le bleu de ses yeux, et, sauf ses yeux anxieux, jaloux, éloquents, elle ressemblait à un collégien, déguisé pour une charade. Phil se mit à rire, et Vinka frappa du pied, et en lui jetant son blazer à la figure. « Veux-tu me répondre ?» Il passa nonchalamment ses bras nus dans les manches chauvides du veston. « Bête, va, c'est une dame avec son auto qui se trompe de route. Un peu plus, l'auto s'enlisait ici, je l'ai renseigné. Ah !» Assise, Vinka vidait ses espadrilles, tout pleuvait les graviers mouillés. « Et pourquoi est-ce qu'elle est partie si vite, jusqu'au moment où je venais ?» Philippe prit son temps avant de répondre. Il routa de nouveau au secret, l'assurance sans geste, le ferme regard d'un inconnu et ce sourire méditatif. Il se souvint qu'elle l'appelait « Monsieur » gravement, mais il se souvint aussi qu'elle avait dit « Vinka » tout court, d'une manière trop familière et un peu injurieuse. Il fronça les sourcils, et son regard protégea l'innocent désordre de son ami. Il rêva un moment, et trouva une réponse ambiguë qui satisfaisait en même temps son goût de secret romanesque et sa pénibonnerie de jeune bourgeois. « Elle a aussi bien fait », répondit-il. Chapitre 5. Il essaya de la prière. « Vinka, regarde-moi, donne-moi la main, pensons à autre chose. » Elle se détourna vers la fenêtre et retira doucement sa main. « Laisse-moi, je suis découragée. » La grande marée d'août, amenant la pluie, emplissait la fenêtre. La terre finissait là, à la lisière du pré bleu. Encore un effort du vent, encore un soulèvement du champ gris, labouré d'écume parallèle, et la maison, sans doute, voguerait comme une arche. Mais Phil et Vinka connaissaient la marée d'août et son tonnerre monotone, la marée de septembre, et ses chevaux blancs échevelés. Ils savaient que ce bout de prairie demeurait infranchissable, et le renfort avait nargué, tous les ans, les lanières savonneuses qui dansaient, impuissantes, au bord rongé de l'empire des hommes. Phil ouvrit la porte vitrée, la referma avec effort, fit tête au vent et tendit son front à la pluie fine, vannée par la tempête, la douce pluie marine un peu salée, qui voyageait dans l'air comme une fumée. Il ramassa sur la terrasse les boules floutées d'acier et le cochonnet de buis, abandonné le matin, les tambourins et les balles de caoutchouc. Il rangea au feu de resserre ses jouets qui ne l'amusaient plus, comme on range les pièces de déguisement qui doivent servir longtemps. Derrière la fenêtre, les yeux de la pervenche le suivaient, et les gouttes glissantes, le long de la vitre, semblèrent ruisseler de ses yeux anxieux, d'un bleu qui ne dépendait ni de l'étage aspect du ciel, ni du plomb verdi de la mer. Phil plia les fauteuils de bois, retourna à la table en rotin. Il ne souriait pas en passant à sa petite amie. Depuis longtemps, il n'avait plus besoin de se sourire pour se plaire, et rien aujourd'hui ne lui conduisait à la joie. Encore quelques jours, 3 semaines, se dit Phil. Il essuya le sable de ses mains à une touffe de serpolet mouillé, chargé de fleurs et de petits frelons saisis par la pluie, qui attendait, au bourdi, le prochain rayon. Il respira sur ses paumes le frais parfum chaste, et résista à une vague de faiblesse, de douceur, à une tristesse d'enfant de 10 ans. Mais il regarda contre la vitre, entre les longues larmes de la pluie et les corolles tournoyantes des volubilis d'effet, le visage de Vinka, ce visage de femme qu'elle ne montrait qu'à lui, et qu'elle cachait à tous derrière ce cason de jeune fille raisonnable et gaie. Une éclaircie retint l'averse de la nuit. Entrevit au-dessus de l'horizon une plaine lumineuse, tout s'épanouit un éventail reversé de rayons d'un blanc triste. L'âme de Philippe s'élança au-devant de cette trêve, quêtant le bienfait, la détente que ces saisons tourmentées revendiquaient naïvement. Mais tourné vers la mer, il sauta derrière lui la fenêtre fermée, et Vinka, appuyé à la vitre. « Encore et toujours, se répéta-t-il, et nous serons séparés. Que faire ?» Il ne songea même pas que la fin des vacances, le mois dernier, avait fait de lui un jeune garçon malheureux, puis, calmé par le retour à Paris et l'externat, et résigné à une consolation dominicale. L'année dernière, Philippe avait 15 ans. Chaque anniversaire relègue dans sa passé trouble et misérable tout ce qui n'est pas Vinka et lui,
Aiment-ils vont à ce point? Il s'interrogea, ne trouva pas d'autre mot que le mot amour, et rejeta rageusement ses cheveux hors de son front. Je ne veux pas que je l'aime tant ça, mais elle est à moi, voilà. Il se retourna vers la maison et cria dans le vent. Vinka, viens, il ne pleut plus. Elle ouvrit la porte et sauta sur le seuil comme une malade, en haussant une épaule coupant son oreille d'un air craintif. Viens, voyons, la mer redescend, elle va remporter la pluie. Elle borda ses cheveux d'un foulard blanc, noué sur la nuque, et ressembla à une blessée. Viens jusqu'au nez au moins, c'est sec sous le rocher. Elle le suivit sans mot dire, dans le sentier de la douane en corniche à flanc de falaise. Il foulait l'origan poivré et les derniers parfums du mélilo. Au-dessous d'eux, le nerf claquait en drapeau déchiré, et il léchait onctueusement les rocs. Sa force repoussait vers le haut de la falaise le bouffet tiède qui portait l'odeur de la moule et l'arôme terrestre des petites brèches où le vent et l'oiseau sèment, en volant, des graines. Il parvint à leur retraite sèche, bien abritée sous une proue de rocher, air sans rebord, d'où l'eau semblait voguer vers la haute mer. Philippe s'assit à côté de Vinka, qui appuya sa tête à son épaule. Elle paraissait épuisée et ferma aussitôt les yeux. Ses joues brunes, roses et rondes, sablées d'Oahu, veloutées d'un duvet ras de suaveté végétale, avaient pâli depuis le matin, de même que sa bouche fraîche, toujours un peu fendillée, comme un fruit mordu par l'ardeur du jour. Après le déjeuner, au lieu d'opposer aux plaintes de son amoureux d'enfance, son bon sens habituel de petite bourgeoise intelligente, têtue et douce, elle avait éclaté en larmes, en aveux désespérés, en amère constatation qui haïssait leur jeunesse, l'avenir hors d'atteinte, la fuite impossible, la résignation inacceptable. Elle avait crié « Je t'aime » comme on crie « Adieu » et « Je ne peux plus te quitter » avec des yeux pleins d'horreur. L'amour, grandi avant eux, avait enchanté leur enfance et gardé leur adolescence des amitiés équivoques. Moins ignorant que Daphnis, Philippe préférait et rouloyait Vinka en frère, mais la chérissait, comme si on les yeux, à la manière orientale, mariés de le berceau. Vinka soupira, rouvrit les yeux, sans soulever sa tête. « Je ne te fatigue pas, Phil. » Il fit signe tenant, admirant, si près des siens, ses yeux bleus, dont le bleu, chaque fois plus doux à son cœur, palpitait entre des cils de pointe blonde. « Toi, dit-il, la tempête descend. Il y aura encore grosse mer et trop de matin. Mais nous tenons l'éclaircie, et ce soir, un beau lever de pleine lune. » D'instinct, il parlait d'embellie, d'apaisement, menait Vinka vers les images sereines. Mais elle ne répondit rien. « Tu viendras demain jouer au tennis chez les jalons ?» Elle dit non de la tête, les yeux refermés avec une fureur soudaine, comme si elle refusait jamais le boire, le manger, le vivre. « Vinka » pria Philippe sévèrement, « il le faut, nous irons. » Elle m'entrouvrit la bouche, promena sur la mer un regard de condamné. « Le zéro d'autre, répéta-t-elle. À quoi bon ne pas y aller? À quoi bon y aller? Rien ne changera rien. » Ils songèrent tous les deux au jardin des Jalons, au tennis ou au thé. Ils songèrent, amants purs et forcenés, au jeu qui le dédiserait demain encore, en enfant vigueur, et se sentirent recrues de fatigue. « Encore quelques jours, se dit Philippe, et nous serons séparés. Nous ne nous éveillerons plus sous le même toit, et je ne verrai Vinka que le dimanche, chez son père, chez le mien ou au cinéma. Et j'ai 16 ans, 16 et 7, 21, des centaines de jours, quelques mois de vacances, c'est vrai, mais dont la fin est atroce. Et pourtant, elle est à moi, elle est à moi. » Il s'aperçut alors que Vinka glissait de son épaule. D'un mouvement doux, insensible, volontaire, elle glissait, les yeux fermés, sur la pente du plateau de rocher, si étroit que les pieds de Vinka balaient déjà dans le vide. Il comprit et ne troubla pas. Il pesa l'opportunité de ce que tentait son ami et resserra son bras autour des reins de Vinka pour ne se poignarder d'elle. Il éprouva en le serrant contre lui la réalité bien vivante, élastique, la vigoureuse perfection de ce corps de jeune fille, prêt à lui obéir dans la vie, prêt à l'entraîner dans la mort. Mourir? À quoi bon? Pas encore. Faut-il partir pour l'autre monde, sans avoir véritablement possédé tout cela, qui n'est que pour moi? Sur ce roc incliné, il rêva de possession, comme on peut rêver un adolescent timide, lui aussi, comme un homme exigeant, un héritier âprement résolu à jouir des biens que lui destinent le temps et les lois humaines. Il fut pour la première fois seul à décider du sort de leur couple, maître de l'abandonner au flot ou de la gripper à la saillie du rocher, comme la graine d'étude qui, nourrie de peu, y florissait. Il hissa, resserrant ses bras en ceinture, le gracieux corps qui se faisait lourd, et veilla son ami d'un appel bref. « Vinka, allô ?»
Elle le contempla debout, au-dessus d'elle, le vit résolu, impatient, et comprit tout l'heure de mourir était passé. Elle retrouva, avec un ravissement indigné, le rayon du couchant dans les yeux noirs de Philippe, ses cheveux désordonnés, sa bouche, et l'ombre, en forme d'elle, se dessinait sur ses lèvres, un duvet viril, et elle cria « Tu ne m'aimes pas assez, Phil, tu ne m'aimes pas assez !» Il voulut parler et se tut, car il n'avait pas de noble aveu à lui faire. Il rougit et baissa la tête, coupable d'avoir, alors qu'il glissait dans le lieu où l'amour ne tourmente plus, avant le temps ses victimes, traité son ami comme l'épave précieuse et scellée, d'où le secret seul apporte, et refusé Vinca à la mort. Chapitre 6. L'odeur de l'automne, depuis quelques jours, se glissait le matin jusqu'à la mer. De l'aube à l'heure où la terre est chauffée, permettait le souffle frais de la mer repousse l'arôme, moins dense, des sillons ouverts, du blé battu, des engrais fumants. Ces matins d'août sont à l'automne. Une rosée tenace étincelait au pied des haies, et si Vinca ramassait à midi quelques feuilles de tremble, mûres et tombées avant son heure, le revers blanc de la feuille encore verte était humide et diamanté. Des champignons moites sortaient de terre, et les araignées des jardins, à cause des nuits plus fraîches, rentraient le soir dans la resserre aux jouets et s'y rangeaient sagement au plafond. Mais le milieu des journées échappait aux raies de la brume d'automne, aux filles de la Vierge tendue sur les ronciers chargés de mûres, et la saison semblait rebrousser chemin vers juillet. Au haut du ciel, le soleil buvait la rosée, putréfiait le champignon nouveau-né, criblait de guêpes la vigne trop vieille et ses raisins chétifs. Et Vinca, avec Lisette, rejetait du même mouvement le léger spencer de tricot qui protégeait depuis le petit déjeuner le haut de leurs bras et leurs cou nus, bruns hors de la robe blanche. Il y eut ainsi une série de jours immobiles, sans vent, sans nuages, sauf des queues de chat, laiteux, lents, qui paraissaient vers midi et s'évanouissaient. Des jours, si divinement pareils l'un à l'autre, que Vinca et Philippe, apaisés, pouvaient croire l'année arrêtée à son plus doux moment, mollement entravés par un moins doute qui ne finirait pas. Vaincus par la félicité physique, ils pensèrent moins à la séparation de septembre, et quittèrent leur dramatique humeur d'adolescents déjà vieillis, à 15 et 16 ans, par l'amour prématuré, le secret, le silence et l'amertume périodique des séparations. Quelques jeunes voisins, leurs compagnons de tennis et de pêche, laissés à la mer pour la Touraine. Les vilains les plus proches se fermèrent. Philippe et Vinca demeurèrent seuls sur la côte, dans la grande maison dont le hall de bois verni sentait le bateau. Ils goûtèrent une solitude parfaite, entre des parents qu'ils frôlaient à toute heure et ne voyaient presque pas. Vinca, occupée de Philippe, remplissait pourtant tous ses devoirs de jeune fille, cueillait au jardin des viandes et des clématites pelucheuses pour la table, au potager, les premières poires et les derniers cassis. Elle servait le café, tendait à son père, au père de Philippe, l'allumette enflammée, coupait et cousait des petites robes pour Lisette, et vivait, parmi ses parents fantômes qu'elle distinguait mal et entendait peu, une vie étrange. Elle y endurait la demi-surdité, la demi-cécité agréable d'un commencement de syncope. Sa jeune sœur Lisette échappait encore au sort commun et brillait de couleurs nettes et véridiques. Lisette ressemblait d'ailleurs à la pervenche, comme un petit champignon ressemble à un champignon plus grand. « Si je mourais, disait Vinca à Philippe, tu auras toujours Lisette. » Mais Philippe haussait les épaules et ne riait pas, car les amants de 16 ans n'admettent ni le changement, ni la maladie, ni la fidélité, et ne font place à la mort dans leur dessein que s'ils la décernent comme récompense, ou l'exploitent comme un dénouement de fortune, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre. Par le plus beau matin d'août, Phil et Vinca décidèrent d'abandonner la table familiale et d'emporter, dans une anse et leur taille, leur déjeuner, leur maillot de bain et Lisette. Les années précédentes, ils avaient souvent déjeuné seuls en explorateur, dans des creux de falaises. Plaisir usé, plaisir gâté maintenant par l'inquiétude et le scrupule. Mais le plus beau matin rajeunissait jusqu'à ses enfants égarés, et ils se tournaient parfois plaintivement vers la porte invisible par où ils étaient sortis de leur enfance. Philippe alla devant sur le chemin de la douane, portant les havenets pour la pêche d'après-midi et le filet où tâtait le litre de cidre mousseux et la bouteille d'eau minérale. Lisette, en chandail et maillot de bain, balançait le pain tiède noué dans une serviette, et Vinca fermait la marche, fisté de sweaters bleus et de culottes blanches, chargé de paniers comme un âne d'Afrique. Au tournant accidenté, Philippe criait sans se retourner. « Attends, je prends un des paniers !»« Ce n'est pas la peine, répondait Vinca. Il a trouvé moyen de diriger Lisette, quand les fougères hautes submergeaient la petite tête et sa calotte de raides cheveux blonds. Ils choisirent leur crique, une faille entre deux rochers, que les marées avaient pourvu de sable fin, et qui s'évasait encore de l'abondance jusqu'à la mer. Lisette quitta ses sandales et joua avec des coquilles vides.
Vintia roula sur cette cuisse brune sa culotte blanche et creusa le sable humide sous une roche pour y coucher au frais les bouteilles. « Tu veux que je t'aide ?» proposa mollement Philippe. Elle ne daigna pas répondre et le regarda en riant silencieusement. Le bleu rare de ses yeux, ses joues assombries par le phare chaud qu'on voit au brunant d'espalier, la double lame courbe de ses dents, prièrent un moment, avec une force de couleur inexprimable, dont Philippe se sentit comme blessé. Mais elle se détourna, et il la vit sans roule, aller et venir, se baisser agilement, libre et dévêtu comme un jeune garçon. « On ne sait, va, tu n'as apporté toute ta bouche pour manger, » cria Vintia. « Ah, ces hommes !» L'homme, de 16 ans, accepta la raillerie et l'hommage. Il la placé dans Morisette, quand la table fut mise, mangea le sandwich d'où le beurrait son ami, but le sirop pur, trempa dans le sel la laitue et les dés de gruyère, lécha sur ses doigts l'eau des poires fondantes. Vintia veillait à tout, comme un jeune et chanceau au front sain d'une bordelle bleue. Elle détachait pour Lisette l'arrêt des sardines, dosait la boisson pour les fruits, puis se hâtait de manger, un gros coup de ses dents bien plantées. La mer descendante chuchotait bas à quelques mètres. Une batteuse à grains bourdonnait là-haut sur la côte, et la roche, barbue d'herbe et de fleurettes jaunes, distillait près d'eux une eau sans sel qui sentait la terre. Philippe s'étendit, un bras plié sous la tête. « Il fait beau, » murmura-t-il. Vintia, debout, les mains occupées à essuyer des couteaux et verres, laissa tomber sur lui le rayon bleu de son regard. Il ne bougea pas, cachant le plaisir qu'il ressentait lorsque son ami l'admirait. Il se savait beau à cette minute, les joues chaudes, la bouche frustrée, le front couché dans un désordre harmonieux de cheveux noirs. Vintia reprit sans mot dire sa besogne de petite squaw, et Philippe ferma les yeux, bercé par le reflux, une lointaine cloche de midi, la chanson à mi-voix de Lisette. Un pro et léger sommeil descendit sur lui, sommeil de sieste, percé par chaque bruit, mais utilisant chaque bruit au profit d'un rêve tenace. Gisant sur cette peau blonde, après une dînette d'enfant, il fut en même temps un fil très ancien et sauvage, dénué de tout, mais originairement comblé, puisqu'il possédait une femme. Un cri plus haut l'obligea à s'ouvrir ses paupières. Près de la mer que le tiers de midi et la lumière verticale pleine de sa couleur, Vintia, penché sur Lisette, soignait quelques écorchures, tirait une épine d'une petite main levée et confiante. L'image ne troubla pas le songe de Philippe, qui referma les yeux. Un enfant, c'est juste, nous avons un enfant. Son rêve viril ou l'amour, devant son âge de l'amour, se laissait lui-même distancer par ses fins généreuses et simples. Faussa, vers des solitudes dont il fut le maître. Il dépassa une grotte, à un mat de fibres creusées sous une forme nue, un feu rougeoyant qui battait de l'aile, un ras de terre. Puis, perdit son sens divinatoire, sa puissance de vol, chavira, et toucha le fond moelleux du plus noir repos. Fin de la section 2.